de l'information. C'est le régime de l'information. Qu'à cela ne tienne. Lorsqu'on en arrive au fait que on a 174 paroisses à Kinshasa, catholiques à Kinshasa, et on dit qu'il y a eu 3 ou 4 paroisses qui ont bougé, mais c'est tout à fait normal. Le dispositif qui a été mis en place, à l'entrée de chaque avenue où il y avait une église catholique, il y avait je peux m'appeler ça une armée, pour empêcher les fidèles d'aller prier, chose que nous n'avons jamais vue dans ce pays. Deuxièmement, les gens ont été confinés. Les fidèles qui allaient prier, de quels fidèles parlez-vous? Est-ce que je peux continuer? Oui, vous avez la parole, mais quand vous parlez des fidèles, c'est entre guillemets. J'ai l'impression que mon propos dérange, parce que non, ça ne dérange pas. Non. Permettez que je continue, s'il vous plaît. Vous pouvez me permettre? Vous avez la parole. C'est moi qui vous remercie. Merci d'insister sur ce fait, je reviendrai dessus. Voilà, donc, de ce point de vue, les fidèles ont été séquestrés. Même la séquestration des fidèles dans les paroisses est une infraction de droit commun. Les gens en face, il y avait des personnes armées, je ne sais pas si on peut dire armées, munies, c'est le meilleur mot, des chapelets, des bibles. Et de l'autre côté, on avait des militaires armés jusqu'aux dents. Comment voulez-vous qu'un Congolais comme moi puisse me sentir à l'aise de marcher alors qu'on me regarde avec l'œil d'un tigre? Non, monsieur. Allons-y, allez-y comprendre quelque chose. Je vous me demandais, j'ai sous mes yeux la déclaration de l'archevêque de Kinshasa. Vous savez, les considérations d'ordre personnel, la nature de M. Mosengo, ce qu'il a fait, ce qu'il est, au-delà de tout ça, moi, j'ai dépersonnalisé le débat politique. C'est cela la maturité. Est-ce que M. Mosengo, en tant que responsable des chrétiens catholiques à Kinshasa, doit-il accepter que les chrétiens soient brimés en pleine église? Non. Et si vous dites qu'il a insulté, j'aimerais voir la partie du discours où il a insulté, parce que j'ai relu. Vous permettez que je continue. Oui. Donc, qu'il réagisse parce que cela a frisé l'inacceptable. Le fait que à chaque coin de rue, à moins que vous ne soyez pas Kinshasa, moi personnellement, je revenais de ma veillée de prière que j'ai dû organiser le 30. En rentrant, j'ai vu le dispositif. J'ai été de Kitambo, où se trouve notre paroisse, jusqu'à Lemba. Nous avons été face à 10 oui ou l'ordre public était menacé. Mais non, écoutez, s'il vous plaît, John, s'il vous plaît, continuez un peu, ce qui est sérieux. C'est-à-dire que moi, j'ai lu le discours tenu par le cardinal Laurent Mosengo. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a été blessé dans son amour propre et qui a réagi. Où sont les noms d'oiseaux qu'il a distribués? Je ne les ai pas vus. Au contraire, j'ai vu quelqu'un qui a fait une analyse de tout ce qui a pu se passer. Cette analyse, qu'elle soit subjective ou pas, mais il était de bonne loi qu'il puisse réagir, et il a réagi. Mais maintenant, il a parlé il y a 2 propos, peut-être qu'on ne vous a pas dit, les 2 propos qui ont énervé. C'était les médiocres doivent dégager, et deuxièmement, il a parlé des supposées forces de défense et de sécurité. Des supposées vaillantes forces de défense et sécurité. Oui. Voilà. Il a posé une question, c'est un postulat, c'est ça la réflexion. Lorsque nous sommes en train de réfléchir, premièrement, il a dit que les médiocres dégagent. Lesquels médiocres? Il a parlé de quels médiocres? Lorsque l'on dit, non mais voilà, il a parlé de nous, il nous a traités de médiocres. Lorsque je rentre dans ce studio, je dis, s'il vous plaît, que le médiocre qui est dans ce studio sorte. Celui qui se sentira visé, c'est qu'il est médiocre. Et c'est même médiocre que de réagir, parce qu'où on parle de médiocre. Si moi je me sens excellent, je ne réagirai pas lorsque l'on insulte les médiocres de façon impersonnelle. J'insiste, de façon impersonnelle. Mais tout le monde sait que c'était un discours ciblé. Il a parlé c'était un discours ciblé. J'ai le passage où il parle des médiocres. Je peux vous le relire si vous voulez bien. Je peux vous le relire. Non, tout le monde sait ça. Je peux vous le relire. Donc,
il a parlé, nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les réactions. Pourquoi? Parce qu'on se dit, une armée formée pour maintenir l'ordre public. J'aime beaucoup ce que vous avez dit. L'ordre public. On a des images, il y a eu des images avec des téléphones ravis, des vieilles femmes tabassées. C'est l'ordre public qu'on a maintenu. Non, vous savez, lorsque l'on maintient l'ordre public, il y a un principe. C'est le principe de la proportionnalité. La proportionnalité. C'est-à-dire, vous venez avec des armes de guerre, en face des gens, une minute, en face des gens qui ont un chapelet. Je ne savais pas que le chapelet était une arme de guerre à laquelle on pouvait opposer un Uzi ou un AK-47. Donc vous vous rendez compte que lorsque l'on parle des médiocres, je ne dis pas le mot de l'évêque de l'archevêque de Kinshasa. Vous avez le temps de le rencontrer, de l'inviter pour qu'il vous donne la teneur de son propos. Mais moi, je vois en cela une frustration d'un berger qui a vu que ses fidèles avaient été brimés et réprimés de manière sauvage. Pour en revenir, lorsque vous m'invitez sur ce plateau, je suis congolais, je suis pasteur, je m'en revendique, je suis pasteur, mais un pasteur qui a aussi un œil qui regarde la société. C'est pourquoi je suis secrétaire général d'un parti politique. Pourquoi? Parce que je suis politique et je dois aussi parler comme politique. Merci beaucoup. Que vous me disiez, n'oubliez pas que vous êtes évêque, je le suis. Celui qui a parlé est aussi évêque. Merci beaucoup. Alors, Benoît Yolama, vous êtes aussi évêque? Je ne crois pas, hein? Mais comment allez-vous expliquer cette disproportionnalité des forces face aux personnes qui tenaient, une Bible en face, on voit des hommes armés jusqu'aux dents? Comment vous allez l'expliquer, M. Benoît Yolama? Moi, je n'entrerai pas dans ces débats qui tendent à faire croire à l'opinion qu'il y a eu des armes qui ont été envoyées pour aller mater une marche. Et je continue à affirmer que la marche n'a pas été autorisée. Oui. Aucune marche n'a eu lieu ici à Kinshasa où vous voyez l'opposition et la marche est finie sans dégâts. Rappelez-vous des deux faits. Je donne seulement des cas. Le 19 septembre, on les a laissés marcher. Vous avez vu que, et je ne cite pas le siège des partis politiques de la majorité présidentielle qui ont fait objet des attaques. Mais je parle seulement du parquet près la cour d'appel de Kinshasa, Matepi. Produire un jugement, il est avocat, n'est pas une mince affaire, parce qu'on recourt à la doctrine, on recourt à la jurisprudence, on recourt à l'équité, tout ce qui a comme documentation juridique et même politique, pour arriver à interpréter une disposition. Et je vous en prie, vous aviez parlé, je ne vous ai pas dérangé. Et lorsqu'on arrive à produire un jugement ou un arrêt, c'est le fruit de l'intelligence. Et ces arrêts font objet même des études sur le plan scientifique. Mais on a brûlé la cour d'appel, on a brûlé les archives, et même des projets d'arrêt ont été brûlés. Et c'est cela que mon co-débatteur, pasteur, avocat, évêque et général cherchait à... Non, il n'est pas évêque général. Et donc, moi je pense que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas supporter, étant donné que la logique, la démarche même que les autres voulaient mener, et ça a été plus que clair, qui tenait absolument à voir une transition sans président Kabila après le 31 décembre. Kabunda Wakabunda a dit, a mesuré que le 31 décembre c'est fini pour Kabila, et que si Kabila continuait, il va quitter la politique. Nous entendons sa déclaration d'attirer la politique. Et en plus de ça, vous avez entendu les fouillards, l'éternel fouillard, le plus peureux, le fils à papa, qui a quitté aussi la cathédrale à catastrophe pour partir. C'est ça, c'est un journal qui est proche de son patron en Belgique qui a écrit. Et tous ceux qui disaient, estimaient qu'ils étaient capables de mobiliser des gens et que si on ne marcherait pas sur le cadavre, Kabila n'existerait pas, tous ont fui. Et donc, si M. Mosengo Passi s'est trouvé dans cette situation, c'est puisqu'il joue toujours du mauvais côté. Il n'a jamais été du côté de la population. J'ai donné l'exemple du cas où nous avions choisi à l'époque M. Tshisekedi. C'est lui qui l'avait trahi, c'est lui qui nous avait amené la troisième voie, qui avait choisi M. Tenguadondo, qui est certainement son ami connu de tous. Et donc, c'est cela que nous déplorons, qu'on utilise l'Église, on instrumentalise l'Église,
qui doit être le corps du Christ, c'est-à-dire chacun de nous, pécheurs, meilleurs, saints, nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur, mais on en fait maintenant une affaire politique. C'est vrai que M. Bossingo est politique, c'est connu, il a occupé des fonctions très importantes au pays, mais il n'a pas le droit d'insulter les gens. Et lorsqu'il dit les médiocres doivent dégager, on dégage d'où? Et il n'a nommé personne, hein? Mais écoutez, oui. Bon, mon co-débatteur estime que cela a été impersonnel. Mais alors, si ils doivent dégager, donc c'est de l'Église qui demande aux gens de dégager. Puisque si c'est de la politique, c'est à la majorité qui s'adresse, ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Et nous estimons qu'il a certainement franchi la ligne rouge. Et celui qui se dit serviteur de Dieu, Christ n'a jamais... il a franchi la ligne rouge, donc désormais un bras de fer entre l'Église catholique n'avons plus besoin, et le pouvoir. Écoutez, nous n'avons pas de problème avec l'Église. Je vais vous amener des images où il y a des religieuses qui continuent jusqu'aujourd'hui à soutenir le président Kabila et à le remercier des actions qu'il a menées à travers le territoire national. Et vous avez entendu François-Xavier Maroy, il a parlé, le président de la conférence épiscopale du Congo a parlé, plusieurs évêques, plus de 48 diocèses à travers le territoire national. Mais il n'y a qu'un diocèse qui a posé problème. Et dans ce diocèse, il n'y a que quelques paroisses, pas même 10% des paroisses de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il a été même saboté par ses propres prêtres. Mais il y a des problèmes plus importants dans l'Église. Il y a la pédophilie, il y a les avortements, il y a les viols, de prêtres qui violent. Il y a des prêtres qui ont des enfants et des femmes. Le curé de Lemba, 3 femmes, et des enfants que j'ai rencontrés dans le musée de Kinshasa. Alors, mais ce sont des problèmes. Je vous en prie. Ouais, non, quels sont d'après vous les dessous des cartes à travers cette prise de position désormais prise par l'Église catholique? Écoutez, chacun est libre, puisqu'il y a des gens qui continuent à consommer la communion. Moi, je n'en fais plus. Je ne fais plus partie de l'Église catholique. J'ai prié hier. Si Jésus-Christ est revenu, il va me trouver là où il va me trouver. Mais plus jamais à l'Église catholique. Pourquoi? Pourquoi faire? Alors, sel et lumière de la terre. C'est ce que Jésus-Christ a dit. J'entends des versets du côté de l'évêque général. Sel et lumière de la terre. Jésus-Christ voudrait expliquer au monde que lorsque vous êtes irresponsable, surtout les apôtres, les disciples, tous ces gens qui ont une certaine responsabilité, une passade de pouvoir, et dans l'Église doivent demeurer des modèles. Et Christ, à l'entrée, lui, au-delà des 10 commandements, il a dit, si on vous gifle à gauche, donne aussi la droite. Et donc, ça c'est biblique, et je n'ai pas cité correctement l'écrit, mais le message c'est celui-là, supporter, savoir pardonner. Mais lorsqu'un homme arrive à son folie sur la place publique et il continue à affirmer qu'il est pasteur, sincèrement, je dois mettre cela en cause. Et je douterai ce fond. Mais j'estime que l'injure, c'est le fondement d'une éducation. Mais lorsqu'on injurie, on dégage ce qu'on a accumulé, on dégage ce qu'on est, et probablement c'est que ce sont des lions qui se cachent derrière ou qui se couvrent de la souffrance. Estimez-vous qu'il y a un rapprochement entre l'Église catholique et les rassemblements? Moi, est-ce qu'il y a expliqué? Je crois qu'il faut plus parler de la personne de M. Mosengo que parler de l'Église catholique, puisque l'Église dans son ensemble n'a pas suivi les mots d'ordre des hommes de M. Mosengo. Et donc on ne peut pas mélanger les choses. L'Église, c'est le corps du Christ, comme je l'ai dit, qui est totalement différente des aspirations, des petits intérêts, et parfois de certaines actions qu'on aurait dans Bolloré, dans ces là. L'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est le corps du Christ, là où on entend la parole de Jésus. La constitution congolaise est claire. L'État congolais est un État laïque. Estimez-vous que, à travers cette posture prise désormais par l'Église catholique, la laïcité de l'État congolais serait en péril? Non, mais en quoi est-ce que la laïcité serait en péril? La définition même de la laïcité, c'est que c'est un État qui n'est pas conduit sur base des textes religieux, où il n'y a aucun mouvement religieux qui soit l'auteur de la loi qui régit le pays. Vous ne verrez dans la Constitution aucun verset biblique, aucun verset du Coran. Vous ne verrez pas non plus des références au bouddhisme ou à aucune autre religion. Ou à l'islam. Donc ça veut dire que l'État congolais conserve sa laïcité. C'est au nom de cette laïcité que l'incompréhension est générale.
du fait qu'un comité laïque de coordination... C'est une nébuleuse, hein? Qui est... Je ne sais pas, parce que les laïcs sont des intellectuels, des responsables, des animateurs de divers domaines qui se retrouvent dans l'Église et qui ont fait un comité. Et maintenant, est-ce que ce comité, la question est celle-là, est-ce que ce comité des laïcs est-il un comité qui a agi avec la bénédiction de l'Église catholique? Nous disons oui. Avec la sortie médiatique de l'archevêque, nous disons oui. Maintenant, lorsque nous disons oui, nous nous poserons l'autre question. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose d'assez important. Vous avez dit, avant que nous ne puissions recevoir la majestueuse leçon d'histoire de droit de la part de M. Ulama, j'allais vous dire une chose. La transition sans Kabila, j'étais sur ce plateau, je vous ai dit que nous, pour autant que nous resterons des juristes éminents dans ce pays, nous ne voyons pas, quand cela ne plaise pas à nos amis du Rassemblement, à toute autre personne, c'est anticonstitutionnel que de réfléchir comme ça. Ça, c'est ténu. Mais maintenant, en rapport avec le fait que l'on dise que la marche des catholiques avait pour objectif principal la transition sans Kabila, je ne vois pas en quoi cela. Parce que la question était laquelle? L'application des accords de la Saint-Signe. Est-ce que ces accords concevaient une transition sans Kabila? Non. Non. Donc le dire est une contre-vérité. Autre chose. Je répète et je dis que la personnalité de M. Mosengo, si elle a été une personnalité, parce que apparemment j'ai l'impression que M. Ulama connaît personnellement M. Mosengo, où il a été éduqué, qui a été son père, qui lui a dit de dire telle chose, de ne pas dire telle chose, moi je ne le connais pas. Ce dont je parle ici, c'est des faits. Quels sont ces faits? C'est que le monsieur a tenu un discours que j'ai pris le temps de lire en tant qu'intellectuel, et j'ai vu que le monsieur a dit que les médiocres dégagent. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit, monsieur le ministre de ceci, parce que vous êtes médiocre, dégagez. C'est lui qui s'est sans morveux. Voilà. Donc vous avez entendu sur les ondes autant de personnes réagir. Si nous faisons de l'analogie, nous nous disons, ok, parce qu'on a jeté une pierre dans la lumière ou dans les ténèbres, sans savoir... Mais un instant, c'est digne d'un homme de l'église de son rang de recourir à un langage de caniveau. Vous permettez que je continue. Oui. Je ne vous permets pas non plus de dire langage de caniveau parce que la définition du langage de caniveau existe. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a juste dit, il est temps que les médiocres dégagent. Il y a un préambule à ça. Il y a tout un discours. Je pense que le discours a à peu près 2 pages, parce que je l'ai téléchargé et j'ai essayé de le lire. Parce qu'un discours comme ça, il est sous le site de la Senco. J'ai essayé de le télécharger, je l'ai lu. En le lisant, je suis intellectuel, j'ai fait une analyse. Je me dis, ok, on dit que M. Mosengo n'est plus membre, voilà, on ne va plus aller à l'église catholique parce que, voilà, autant de raisons, mais on dit aussi de l'autre côté que l'église catholique en général n'est pas responsable parce qu'il y a eu certaines, les hommes de Mosengo et les autres. Il ne faut pas non plus généraliser. Mosengo, ce n'est pas l'église catholique. Je pense que si vous êtes membre de l'église catholique, je vous encourage à y aller. Pourquoi je vous encourage à y aller? Parce que vous affirmez vous-même qu'une grande partie de l'église catholique n'a pas suivi. Donc, je continue et je dis que la transition sans Kabila n'était pas l'objectif de cette marche. Cette marche, c'était quoi? Attaquons les vraies questions. Mais les objectifs aussi n'étaient pas bien définis. Qu'ils ne soient pas. Il faut au contraire se battre sur la récupération politique de cette marche. C'est cela qui était là. Moi, je pensais qu'on allait faire ce débat-là. C'est-à-dire qu'on se dit, pourquoi est-ce que l'UDPS, pourquoi est-ce que ceci, cela ont pu, bon, je ne cite pas des personnes, pourquoi est-ce que ces personnes-là ont-ils récupéré ou se sont retrouvées derrière cette marche? C'est là qu'on devait faire l'analyse. Au lieu que nous disions, voilà, la marche avait pour but d'aboutir à une transition sans Kabila. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Parce que s'ils disent que nous marchons pour réclamer l'application... Mais les marcheurs aussi s'attendaient à tout. Une autre question. Ils s'attendaient à tout. Il suffisait que les forces de l'ordre ne soient pas là
tout pouvait arriver. Apparemment, j'ai l'impression que... Ils étaient prêts à tout. Apparemment, j'ai l'impression que vous avez infiltré la marche, que vous avez les informations. Non, il suffit de voir tous les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans ce débat-là avec vous. Le seul débat que je tiens est un débat scientifique. C'est que les gens qui ont marché, du moins ce que je sais, c'était pour l'application des accords de la Saint-Sylvestre. Donc si nous partons de cette base, les accords de la Saint-Sylvestre n'ont prévu dans aucune de leurs dispositions une transition politique dans ce pays sans le chef de l'État. Non, je n'ai pas vu ça. Ce que j'ai vu au contraire, c'était l'organisation des élections et l'alternance démocratique au sommet de l'État. Point, c'est tout. La question est quoi? C'est que, est-ce qu'aujourd'hui le processus politico-électoral dans notre pays est en train de suivre son cours? Est-ce que le calendrier électoral qui était assorti d'un certain nombre de contraintes, est-ce que nous sommes où par rapport aux contraintes qui sont préélectorales? Faisons ce débat-là. Au lieu de dire, voilà, que l'Église catholique, moi personnellement, je répète et je dis que c'est un droit constitutionnel reconnu à tous les Congolais. Même à moi qui suis assis, lorsque je sens qu'une partie des droits qui me sont reconnus par la Constitution sont brimés, j'ai le droit de marcher pacifiquement. Alors, Benoît Yolama, nous venons déjà d'entamer l'année 2018. Estimez-vous que l'accord de la Saint-Sylvestre signé un certain 31 décembre 2016 est désormais caduc? Oui, permettez d'abord que je revienne un peu sur les... Tout à fait. Les propos du pasteur et évêque général. C'était Kaboun, c'est un CG de l'UDPS qui a dit qu'ils vont prendre le pouvoir. Vous l'avez entendu sur les ondes, probablement parce que vous étiez à Mangengue, vous n'avez pas eu le temps de suivre cela. Et vous avez entendu l'UNC qui a dit qu'on marcherait sur leurs cadavres et qu'il n'y a plus eu d'un pour le président Kabila. Vous avez aussi entendu donc le rassemblement, le président autoproclamé qui a dit fini et qui a même fait une déclaration pour demander à la communauté internationale de ne plus reconnaître le président Kabila. Ça ne vient pas de la majorité présidentielle, ni de mon parti au PPRD, c'est l'œuvre de ceux-là que vous estimez se trouver dans le bon. Et donc, nous estimons qu'un État responsable, et surtout que l'accord a été appliqué, le Premier ministre n'est pas de ma famille politique. Le Premier ministre n'est pas de ma famille politique. Nombreux ministres qui sont là, j'ai à les affronter sur plusieurs plateaux, et le président qui est avec nous ici, M. John, est témoin. Ils sont de l'opposition. Je les reconnais cette qualité, puisqu'ils ont des idées opposées à ma famille politique. Alors, on estime que l'accord n'a pas été appliqué. Donnez-moi l'élément fondamental qui peut motiver une marche. Nous avons perdu plus de 7 millions d'âmes. Ni l'Église catholique, ni l'archevêque qui a vécu la guerre avec Sangani n'a osé faire cette déclaration. Le seul évêque qui a fait une déclaration, c'est le feu Monseigneur Catarico, qui avait été tué par les envahisseurs. Et en dehors de ça, je n'ai jamais entendu. Nous avons perdu 34 personnes hier. Je n'ai pas entendu la déclaration de l'évêque. C'est ça le rôle aussi de l'Église. Non, mais parmi ceux qui sont décédés, n'y a-t-il pas de chrétiens? N'y a-t-il pas de chrétiens? Et donc, on veut aujourd'hui réduire la vie politique comme étant une affaire de l'Église, alors qu'il y a le principe de séparation du pouvoir. L'État garde son caractère laïque. L'Église s'occupe des âmes qu'il faut ramener sur Jésus-Christ. Mais si l'Église déjà arrive à distinguer les voleurs qui ne sont pas voleurs et ceux qui sont intelligents qui doivent aller chez Dieu, Dieu le condamnerait cette personne-là ou cette Église-là. Moi, je ne m'y rendrai plus. Si vous me conseillez-moi de prier Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur. Je peux me recouvrir des occasions, mais aller me communier à l'Église catholique, je dis fini et jamais pour toute ma vie.
Et donc, ce qui a été fait, ça devient un ressentiment personnel. Ce qui a été fait, je l'ai dit toute responsabilité. Ce qui a été fait, nous connaissons ce qui était préparé. Nous avons des services intelligents. Alors, et si on veut nous réduire à un état, on dit les supposés militaires. Mais quand il était le président du Parlement congolais, il était gardé par qui? C'est par le même militaire qui le gardait avec des chars. S'il était très populaire, un homme qui accepte, qui applique les propositions ou les souhaits de la population, pourquoi était-il entouré des chars, des blindés qui l'accompagnaient? Les prétendus vaillants militaires. Et cette image qui présente pour insulter ceci aussi est prétendue. Ils n'ont pas prétendu, mais ces forces sont très vaillantes. C'est ces forces-là qui ont eu à mettre les militaires formés par l'armée américaine, formés par l'armée britannique en difficulté, avec les firmes Madundala, Baouma et tous les autres qui ont été au front. J'ai du respect envers cette armée et ces militaires-là qui, tous les jours, même sans ressources, arrivent à faire le travail que personne ne peut s'imaginer. Et j'ai été en Centrafrique il n'y a pas longtemps. Je suis arrivé là. Le même militaire qui qualifie qu'il est en train d'insulter ont été appréciés par la population centrafricaine. Et nombreux m'ont dit que notre armée, l'armée congolaise, a été mise sur le terrain, mais puisqu'il y avait des objectifs politiques que les autres, ceux qui ont fait la guerre, devaient atteindre, c'est comme ça qu'ils ont souhaité que l'armée congolaise se retire. Mais d'une manière tout à fait globale, nous estimons que la démocratie est déjà irréversible. Alors la caducité de l'accord du 31 décembre. L'accord n'est pas caduc, l'accord est là. Le premier fait, c'est que le Premier ministre issu de l'opposition et l'unique porte-parole qui assiste aux travaux de Genève, par le fils autoproclamé, c'est M. Chibala, il est là. Et M. Olengankoy, et c'est ça, il est là. Il y a deux ministres qui sont là. Cap vers les élections. L'accord continue et d'ailleurs nous ne restons qu'avec 11 mois. Vous continuez à vous distraire, nous préparons les élections, nous allons vous battre à tous les niveaux. Et vous serez étonnés, et c'est ce jour-là que vous allez créer la communauté internationale, appeler la communauté internationale pour qu'elle vous vienne en aide. Nous allons remporter les élections à tous les niveaux. Plus vous faites de la distraction, plus nous préparons les élections, plus vous serez en difficulté. À tous les niveaux, même pas un seul. Et surtout avec les 1%, vos partis vont disparaître. Mais M. Benoît, à tous les niveaux, vous l'avez dit. Parce que vous êtes si sûr, quel est votre candidat à la présidentielle? Oui, nous avons un candidat qui est connu. Peut-on connaître son nom? Non, mais pourquoi vous voulez connaître? Parce qu'il n'y a pas encore de dépôt de candidature. Parce que vous prédisez déjà que vous allez gagner à tous les niveaux. Nous entendons seulement l'appel à la candidature de la CENI. Nous allons déposer notre candidature. Notre candidat est déjà là. Alors, Paul Nash-Lubuya, l'accord du 31 décembre est-il devenu caduc? Non, on ne peut pas parler de caducité de l'accord du 31 décembre. Pourquoi? Parce que cette caducité serait consacrée par le fait que les objectifs fixés par cet accord seraient atteints. Entre autres, les fameux calendriers électoraux. Nous insistons. La caducité de cet accord existe. Il entrera en vigueur lorsque nous atteindrons la date butoir proposée par la CENI pour organiser les élections. Mais vous savez, là, cette date, je ne sais pas. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Le 23 décembre 2018. C'est la nouvelle date fétiche. Voilà, non, ce n'est pas ma date fétiche, c'est la date fétiche de la CENI. Et je pense que c'est le terminus des accords du 31 décembre 2016. Parce que c'est à cette date-là que les élections sont censées être organisées. Mais maintenant, je reviens à votre question. Est-ce que les accords du 31 décembre 2016 sont appliqués? Je dis non. Non, pourquoi? Parce que tous les préalables n'ont pas été pris en compte. Je continue à dire du haut de ce plateau que nous avons toute une institution qui fonctionne sans légitimité. Les CENSA. Voilà. Avec M. Olengankoy qui a été désigné, qui n'a jamais été nommé, mais je ne sais même pas moi, nommé par ordonnance présidentielle. Et tout ce monde qui se promène avec lui sont là pour rien. Ça, c'est des 1. Des 2, vous avez la sempiternelle discussion sur le véritable rassemblement. Kassavou, Limité. Voilà un brouhaha. Maintenant, notre question à nous, c'est laquelle? C'est que nous n'avons de bataille que pour le peuple.
On se dit, nous en tant que parti du centre, parti observateur, parce que je revendique cela, observateur de la société congolaise, acteur politique actif, je me dis que les accords de la Saint-Sylvestre n'ont pas été appliqués. J'en veux pour preuve que ceux qui ont été appelés pour leurs bons offices, les évêques, vous disent, nous marchons parce que ces accords ne sont pas appliqués. Qu'est-ce qu'on leur rétorque? L'Église est devenue politique, la politique est il y a même des hauts cadres du PPRD qui refusent de manger la communion bien qu'ils ont été baptisés pour cela. C'est de leur droit. Hein. Et que... Non, est-ce que moi j'ai un point avec cela? Moi je viens de recevoir sur le plateau une promotion d'évêque simple que j'étais, je suis évêque général. Voilà les us et coutumes. C'est comme ça aussi que M. Lengankoy, qui n'a aucun texte de droit, qui le met en place, est en train de se pavaner au-delà de la République avec sa superbe coiffure, comme étant chef d'une institution démocratique dont il n'a même pas le mandat. Donc voilà, nous disons que ces accords ne sont pas appliqués. Quelle est la conséquence? La date butoir n'est pas la nôtre, c'est celle du peuple. Le peuple qui est martyrisé, le peuple qui est aujourd'hui clochardisé, attend. Donc, maître, autrement dit, pas de distractions du genre ville morte, marche. Nous devons tous nous préparer pour les élections. Tel que je suis là, oui. Pourquoi est-ce que j'ai dit que cette marche était bonne? Pourquoi j'ai appuyé? C'est une distraction de plus. Vous permettez. Oui. J'ai appuyé cette marche parce qu'elle venait de qui? Elle vient de ceux qui étaient là pendant qu'on consignait ces accords. Moi, j'étais pas là. Si elle venait de l'UDPS ou du Rassemblement, je vous dirais clairement que, écoutez, ne suivez pas. Mais j'ai dit, oh, mais c'est une très bonne marche, parce que ce sont les évêques qui étaient au présidium. En fait, ce sont les laïcs, ce ne sont pas les évêques. Je répète. Les évêques de la marche. Je peux répéter encore. Parce que ce sont les évêques. Donc, c'est-à-dire, l'Église catholique l'Église catholique a appelé les acteurs politiques pour les mettre ensemble, sortir un accord. Si cette Église, qui était observateur de l'accord, dit aujourd'hui que cet accord n'est pas appliqué, je dis l'accord n'est pas appliqué. Je dis que l'accord n'est pas appliqué. Pourquoi je dis que cet accord n'est pas appliqué? Si je dis que ce n'est pas appliqué, c'est justement parce que les évêques ont dit que ce n'était pas appliqué. Et puis des deux, j'observe, je vois que M. Lengankoy, jusqu'aujourd'hui, n'existe pas sous le plan de droit en tant que chef d'institution. C'est un touriste sous la place publique qui raconte sa vie à gauche et à droite alors qu'il n'a pas de mandat. Parce que le mandat lui sera donné par, n'est-ce pas, la loi organique qui pouvait organiser son institution et puis après par sa nomination sur ordonnance présidentielle, ce qui est prévu, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que M. Tchibala est-il celui qui devait encore le simple fait de regarder M. Tchibala, comment il travaille, vous vous rendez compte qu'il n'a aucun cas de la population, ce qui s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait pour que les élections se fassent? On peut revenir ici, pédagogiquement, sur les 17 contraintes, lesquelles sont déjà accomplies. Nous sommes déjà... Il est en train de mobiliser les moyens. Nous sommes à l'orée, oui, il mobilise les moyens sur les 28 mesures concoctées par un autre, dont il n'a fait que la lecture. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Alors, M. Benoît Oulama, l'année 2018, comment voyez-vous l'année 2018, les perspectives pour cette année? Pensez-vous réellement que c'est l'année où les élections seront tenues? Il faut demeurer très objectif. Et il faut positiver les choses. On ne peut pas croire que tout peut s'arrêter puisque l'élection n'a pas eu lieu. Et la seule chose que je dois continuer à... c'est un énième glissement. Hein. Nous venons là d'assister à un énième glissement. Il faut le dire. Oui, mais je suis de ceux qui soutenaient le glissement. Pendant que les autres hésitaient même de prononcer le mot glissement, nous étions de ceux, vérifiez dans vos nombreuses cassettes, vous allez certainement trouver, nous l'avions dit en toute responsabilité, et nous disons aujourd'hui que nous aurons des élections et que ceux qui pensent que les élections n'auront pas lieu n'ont qu'à se préparer maintenant, puisque la préparation d'une élection, ça prend certainement beaucoup de temps. C'est pas dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Au moins, nous aurons les élections le 23 décembre de cette année.
nous ne sommes pas le pouvoir organisateur de ces élections, mais nous nous inclinons devant le calendrier qui a été publié par l'institution qui en a la compétence. Et nous estimons que d'ici peu, nous aurons en tout cas la compétition et que ce qui traînera encore dans les vestiaires, c'est à y des sorties et surtout se réchauffer à temps pour que la compétition démarre véritablement. En cas d'absence, certainement, c'est l'équipe qui une compétition loyale, bien sûr. Oui, nous sommes prêts pour la compétition électorale. Le reste, là, ce n'est pas notre problème. Ceux qui estiment que le calendrier n'est pas inavancé, c'est leur affaire. Ceux qui estiment qu'il faut une transition sans président Kabila, sans fondement juridique, c'est leur affaire. Ceux qui estiment qu'ils doivent continuer à aller se photographier avec l'autre exilé politique à Bruxelles, c'est son affaire. Mais nous estimons qu'il faut aller de l'avant, il faut travailler, puisque ce n'est pas l'élection qui va mettre fin à l'existence du Congo. Nous devons continuer à travailler. Et le principe de la continuité de l'État, puisqu'on parle qu'on a appliqué 28 mesures de notre gouvernement, alors je ne sais pas, le jour où les autres prendront le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque ces mesures ont été, en tout cas, prises après de longues études par des commissions gouvernementales avec des résolutions du Parlement. Mais aujourd'hui, j'entends dire que Tchibala ne représentait pas une alternance, puisque ce qu'il fait, c'est ce que les autres ont fait. Je ne sais pas dans quel état nous sommes. Si on voudrait que nous soyons un État, c'est que nous devons cimenter le principe de la continuité. Lorsqu'il y a des choses qui sont positives, il faut certainement arriver à les capitaliser pour l'intérêt général. Alors, en ce qui concerne l'Église, moi je crois que l'Église n'est pas la personne de M. Bosengo. Il faut faire le distinguo. Et nous estimons que ceux qui ont refusé d'aller marcher, soutenir une marche occulte qui n'a pas de racines sur le plan purement politique et juridique, cela méritait des encouragements, et surtout notre peuple qui a refusé de se mêler de ces affaires qui, en tout cas, en réalité, ne lui apportaient pas du bonheur. Et un échec patent. Nous estimons aussi que lorsqu'il faut condamner, il faut commencer d'abord par vérifier le fait. C'est vrai qu'il y a une certaine radio périphérique qui a été pratiquement mise à contribution pour avancer, mais de faux chiffres. Et on a même brouillé cette radio. Allant de 5 les services ont vite brouillé cette radio. Mais personne, sincèrement personne. Et ils sont partis de 5 à 10. Et lorsqu'ils constatent que tout le monde est revenu à 5, ils n'arrivent même pas à dire que bon, notre rédaction a constaté, on revient pour dire non, même les organisateurs. Alors les organisateurs qui ont tenté de défier le pouvoir public. Et la seule possibilité pour cette radio, je crois que la prochaine fois, quand le ministre Mende fermera, ce soit peut-être la dernière fois qu'ils pourraient émettre sur le sol congolais, et ils entendront le retour de Jésus-Christ pour émettre peut-être un autre gouvernement que celui que nous avons aujourd'hui. Puisque nous ne pouvons pas accepter que la destin nous impose régulièrement ces raisonnements, ces réflexions, alors que nous avons besoin que le Congo aille de l'avant. Ce n'est pas par la démocratie que les États-Unis sont aujourd'hui, et ce qu'ils sont, moins encore la France, moins encore la Belgique. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait une marche pour soutenir notre armée qui est au fond. J'aurais souhaité qu'il y ait une marche pour dénoncer l'occupation du Congo par les forces extérieures, soutenues par le même. J'aurais souhaité qu'il y ait une marche pour dire qu'il y a les quotas de sang en Belgique, en France, dans toutes les bourses, à travers le monde. Je n'en ai jamais entendu. Mais le PPRD a organisé une telle marche, M. Lenoy-Olama. Qu'est-ce que vous attendez? Le PPRD. Ouais. Vous êtes les partis phares de la majorité, n'est-ce pas? Le PPRD organise, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est le parti du pouvoir. Le PPRD organise. Rappelez-vous d'une conférence à la FIKIN qui avait fait trembler le monde entier. C'est le PPRD qui l'avait organisé. Et donc, nous sommes plus que déterminés et nous le faisons puisque nous aimons notre pays. Et je l'ai toujours dit que nous devons avoir l'affection profonde du Congo. Nous n'avons que le Congo. D'autres ont 2 ou 3 passeports. Des enfants sont à l'extérieur, les Français, Belges, Américains. Mais nous sommes en RDC et les gens qui allaient fêter normalement, on a troublé leur fête. On a troublé leur fête. Et voilà où on nous amène. Alors, je sais que quand un vieux commence trop de déclarations dans la vie, il faut faire attention, ce vieux temps de la disparition. On en a connu. À qui vous faites allusion? On en a connu, je ne cite personne.
On en a connu, on en a entendu parler des perroquets, et après, voilà, le vieux parti. On en a entendu Jean-Pierre Bemba a gagné. Pas même un mois après, c'est parti. Et dans l'histoire de la tradition africaine, quand un vieux commence des déclarations, allant dans les sens d'insulter, il faut faire attention, c'est que ce vieux va disparaître. Mais ne portez jamais les sons de ce vieux. Il faut l'accompagner par des prières pour que calmement et quitte ses fonctions. Et c'est ce que nous faisons. Puisque nous prions Dieu, nous allons certainement lui porter de l'amour pour que partout où il va se trouver, que l'amour de Dieu lui mette en difficulté. Alors, Benoît Ulama, sincèrement, estimez-vous que nous sommes en train de vivre une espèce de bras de fer entre l'Église catholique et les régimes de Kinshasa? Et moi, je ne parlais pas de l'Église catholique. À l'instar du régime de Mobutu à une certaine époque, avec la même Église catholique. Mais sinon, l'archevêque sera en exil. S'il sera en exil, mais il est là au pays, puisqu'il y a la démocratie. Il y a la différence. À l'époque, quand... Est-ce qu'à un moment, Maloula ou... Maloula, Mobutu étaient des amis quand il fallait éliminer Patrice Emery Lumumba. Et Tchaou était-il en exil? Non, Tchaou n'est pas parti en exil. Comment Tchaou pouvait partir en exil alors que Tchaou était le fruit de M. Mobutu? C'est Mobutu qui avait soutenu Tchaou pour que Tchaou devienne donc c'était un club d'amis. Non, écoutez, l'Église catholique et les régimes de Mobutu. Nous n'avons pas, je ne crois pas qu'il y avait totalement un problème entre l'Église et les régimes. C'est vrai que vers une certaine année, je crois vers les années 70, Mobutu a cassé... Mais pourquoi alors, pourquoi ces intercelles en l'air entre les régimes de Kabila et l'Église catholique dirigée par... Alors, puisque vous voulez que je vous donne la réponse est claire. Quand le président Mosé Kabila prend le pouvoir, il s'est retrouvé dans les négociations au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, dans ce bateau-là qu'on avait appelé Outinika. Le premier à débarquer pour réclamer qu'on lui donne le pouvoir, c'est l'archevêque de Kinshasa, qui avait demandé qu'on lui donne la présidence pour que lui organise l'élection. À l'époque, ce n'était pas Mosengo. Non, je vous dis que c'est la personne qui a débarqué. Il était dans ces navires sud-africains, il était là, il avait débarqué. Et lorsqu'il y a eu refus de musée, un refus qui a été vraiment catégorique, et la personne était frustrée puisqu'il demandait le retour à l'ordre constitutionnel. Alors que le retour à l'ordre constitutionnel de l'époque sous-entendait que Mobutu soit ressuscité, c'est-à-dire que Mobutu soit encore en vie, alors qu'il était déjà en exil, et que fait Madungu Boulanienti qui avait travaillé avec lui reviennent, et d'autres qui avaient disparu reviennent. Alors, quel est le mécanisme que lui, il avait pour pouvoir combler tout ce vide-là? Alors qu'il n'y a que trois mécanismes pour prendre le pouvoir. Soit la voie électorale, soit un coup d'État, soit parce que c'est ce mécanisme-là. C'est ce qui est arrivé. Et donc, il demandait à Moussé de lui céder le pouvoir que Moussé avait conquis. Alors, quand il y a eu la bataille avec Sangani, je ne sais pas, entre Rwandais et Ougandais, à quel moment avait-il condamné? Mais Moussé n'est plus depuis 2001. Alors, mais le schéma sans Kabila, je continue à le dire, vous l'avez entendu, de la bouche du vice-président aux affaires étrangères. Vous l'avez entendu, il a dit publiquement. Mais malheureusement, la Belgique n'a pas pesé aux Nations Unies et le président Kabila leur a volé la vedette. C'est ce qui a fait que la Belgique est complètement en difficulté et ne sait plus quoi manifester sur la place publique. Et donc, on finit par utiliser des ONG avec M. Soros qui envoie l'argent et qu'on sort. Des mouvements citoyens. Alors, et des mouvements citoyens qui n'existent que dans leur propre poche. Ce sont des gens qui donnent de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de citoyens dans ces gens-là? Les gens qui travaillent pour le compte de l'extérieur, de la Belgique principalement. Alors, où est le compte des Congolais? Et donc, je crois que le gros problème aujourd'hui, ce sont là. C'est cette haine-là qui est restée, mais ce n'est pas le président Kabila qui a mené la division dans l'église, le tribalisme. Ce sont des causes de la haine, alors. Non, ça, ce n'est pas... Merci. Alors, je crois que c'est ça, et nous souhaitons qu'il revienne à la raison, et je crois que le pays l'écoutera encore. Paul Nash Luboya, vous brûlez d'envie de réagir, vous réagissez, et juste à la fin, vous en profitez pour conclure aussi. Non, mais j'ai l'impression que le débat est suffisamment déséquilibré. Non, réagissez, prenez votre temps. Comme d'habitude, c'est toujours... Je vous laisse parler. Des répartitions qui sont suffisamment motivées politiquement. Les permettez qu'on continue, mais bon, c'est quand même malheureux. Nous allons dire deux choses. On vous a posé, la question était, quelles sont les perspectives pour 2018? Parce que 2017 était une année chaotique dans laquelle le Congolais lambda ne s'est pas retrouvé. Le peuple congolais a été enfoncé jusqu'au cou dans la misère.
Et aucun domaine de notre pays ne peut relever la tête. Notre pays aujourd'hui est la risée des nations, justement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique qui permette à ce que le Congolais soit un homme heureux chez lui. C'est effarant d'entendre ce que je viens d'entendre. Il n'y a pas de problème, mais nous continuons à dire que les accords de la Saint-Sylvestre n'ont pas été appliqués. Les mesures dites de décrispation du climat politique n'ont pas été prises. Les prisonniers politiques n'ont pas été libérés. On en veut pour preuve plusieurs qui sont au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala qui ne sont pas libérés. Aujourd'hui, vous voyez la misère sociale comme un élément de la gouvernance. Pourquoi nous avons dit tout à l'heure que le gouvernement Tshibala est venu avec des bonnes intentions? J'aime beaucoup ce qu'a dit M. Yulama tout à l'heure sur le principe de la continuité de l'État. Mais regardez le principe de la continuité de l'État. M. Tshibala est venu avec pour mesure phare, et plutôt M. Badi Banga est venu avec pour mesure phare la gratuité de la maternité. Aucune femme, pendant tout son règne, n'a mis au monde gratuitement, à part celles pour lesquelles il est allé payer la maternité de sa poche. En tout cas, on pense que c'est ça la gratuité. Principe de continuité, Tshibala est venu. Est-ce que Tshibala devait-il mettre des mécanismes pour qu'au moins le peuple congolais voit que c'était une mesure sérieuse, ce n'était pas une mesure pour rire? Il n'en a pas été cas. Lui, au contraire, il a dit « Mon gouvernement est venu pour combattre la misère sociale ». Je suis très content parce que la misère sociale lui a été lui est retombée sur le visage, parce qu'au jour du 30, je crois, ou du 29 ou le 30, à la primature, les handicapés sont venus crier. Moi, je partais de ce côté-là et il y a eu la police qui est venue soulever les handicapés pour les chasser devant sa sainteté, le Premier ministre. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est suffisamment grave de dire ce que a dit M. Yulama. Lorsque vous voyez un vieux commencer à beaucoup parler, accompagnez-les de vos prières parce qu'il va s'en aller en paix. C'est très grave. J'aimerais que l'on retienne cela. Et puis après, quelles sont les perspectives pour 2018? Nous souhaitons que le Congolais vive mieux chez lui, qu'il soit payé en temps, et puis secondement, que tout soit mis en place pour que le Congolais vive mieux chez lui. Deuxièmement, s'il vous plaît, vous qui avez le pouvoir, au 23 décembre 2018, organisez-nous les élections, que la sanction populaire opère démocratiquement l'alternance au sommet de l'État et à tous les postes électifs pour permettre à ce que notre peuple se sente mieux chez lui. Voilà ce que nous pouvons. C'était votre conclusion, j'espère. C'est la toute dernière, je ne dirai plus rien. Merci beaucoup, cher évêque. Monsieur Benoît Yolama, votre conclusion. Oui, et la conclusion, c'est de dire à l'opinion publique, principalement notre peuple, que sur les deux thèmes que nous avons abordés, nous avons parlé premièrement de la marche qui était interdite, mais dont certains ont tenté de troubler l'ordre public ici à Kinshasa. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons des morts. Nous ne pouvons pas accepter que certaines zones en Soudan sommet de la politique. C'est inacceptable et surtout les injures. Ce n'est pas, en tout cas, une attitude qui reflète une très bonne image des familles. Et je continue à les soutenir. Car en ce qui concerne l'accord qui a été signé, il y a eu beaucoup d'avancées sur tout le plan. Quoique l'on dise qu'il n'y a pas formalisation de la nomination de M. Lingankoy, mais il y a déjà un acte qui précède, qui est l'acte de désignation. Il a été déjà désigné, et donc la nomination ne viendra que confirmer cette volonté de sa famille politique. Et en ce qui concerne d'autres aspects de la vie sociale, c'est vrai, sur le plan social, il y a des problèmes, on ne peut pas s'en cacher. Nous savons que le panier d'aménagés pose des problèmes, et le président a dit qu'il va certainement s'atteler, mais juger un gouvernement dans 2-3 mois, je crois que c'est pratiquement
injuste, puisque le travail des gouvernements ne peut pas se faire dans 2 ou 3 mois pour commencer à donner des gros salaires et consorts. Mais la démagogie, il faut l'arrêter. Nous n'avons pas de démagogues du côté de la majorité. Et vous voyez que du côté de l'opposition, on vous dit que quand nous serons là. Mais nous ne vous disons pas ça. Nous avons réalisé beaucoup de choses avec le président Kabila. Et aujourd'hui, s'il y a des routes, des écoles, et des hôpitaux et des bureaux de qualité, c'est certainement les œuvres du président Kabila. Il en a fait et il en fera encore davantage. Et en ce qui concerne le deuxième thème, et surtout sur les perspectives d'avenir, et je continue à dire qu'il faut être positif, et surtout